il y aura trois personnes, encore une personne qui va nous donner des remarques conclusives, et c'est normal. C'est un pays qui est en grande difficulté géopolitique, populationnelle. C'est un pays avec lequel nous travaillons bien avant que la chaire UNESCO soit créée. Il s'agit d'un collègue qui est sociologue, qui est directeur volontariat pour le développement d'Haïti. Je vais lui demander de nous dire, de son point de vue, euh, des conclusions par rapport à ce qu'il a entendu. Il vient d'Haïti spécialement. Il s'agit de Arnoux Descartes, qui est directeur de cette grande ONG, qui est à la fois tout à fait une ONG de terrain, mais aussi qui a des enjeux politiques. Merci, professeur Troussier. Je pense que beaucoup de choses ont été dites et cet après-midi. Donc, moi-même, je vais y aller assez rapidement, d'autant que je vois qu'il se fait un petit peu tard, n'est-ce pas? D'accord. Et moi, je dirais que ce rapport de UNFPA vient nous rappeler plusieurs choses. Et c'est vrai que vous avez dit que le rapport a dit que l'humanité a franchi la barre des 8 millions, des 8 milliards d'humains. Mais ça nous rappelle, si jamais il en était besoin, que l'espérance de vie a augmenté malgré l'émergence de certaines maladies. Et je pense que c'est important. Et aussi malgré de nombreux conflits de par le monde et des conflits qui font beaucoup de morts. Et vous savez, par rapport aux tendances démographiques, je pense que dès le début, le docteur Keïta l'a signalé, c'est par rapport et aux tendances démographiques, par rapport au taux de fécondité et pour le renouvellement de la planète. Et vous savez que 2 tiers des humains de la planète vivent dans des régions où vraiment ce taux de fécondité est en tout cas est inférieur à 2,1 enfants par femme, tandis qu'il y a 1 tiers justement qui vit dans des communautés, dans des régions où le taux est supérieur. De là, et je sais qu'on pointe du doigt et généralement les communautés ou les pays, les régions où vraiment il y a un taux de fécondité qui est supérieur. Et c'est comme si ces régions-là étaient responsables aussi des problèmes de la planète. Euh, je sais que par rapport aux pays où le taux de fécondité est inférieur, on demande qu'il y a plus d'enfants, donc il y a même des politiques natalistes. Et, et je crois aussi qu'il y a un problème d'économie par rapport à ça. Il faut voir par rapport à la main-d'œuvre et vraiment par rapport à la consommation, toute une logique de marché. Et tandis que pour les pays qui font beaucoup, et alors là, ils sont très, très critiqués. Et donc, on leur dit, écoutez, allez-y, mollo, mollo, il ne faut pas qu'on essaie de faire trop d'enfants. Donc, moi, je trouve que c'est une pensée binaire, on va dire. Donc, il faut, à mon avis, ne pas discrimer de bons points ou de mauvais points. Il s'agit d'une question de droits humains. Donc, les gens ont le droit de choisir de ne pas avoir d'enfants ou d'en avoir, de choisir quand est-ce qu'ils veulent avoir des enfants, comment est-ce qu'ils veulent espacer les naissances. Donc, de ce côté-là, moi, je pense qu'il y a vraiment un point très, très important par rapport aux droits humains, c'est la liberté de choisir. Je dirais aussi, pour ce qui concerne les pays en développement, parce que c'est de ça qu'il s'agissait, euh, particulièrement si on prend, si on considère la pyramide des âges, il faut voir que c'est une population qui est constituée majoritairement de jeunes. Je prends l'exemple d'Haïti, où 62,6% de la population ont moins de 34 ans. Donc, une multitude de jeunes, d'êtres humains. Et dans l'état actuel du processus de transition démographique, la pyramide des âges se rétrécit à la base en raison de la baisse de la fécondité combinée à celle de la mortalité. Donc, ce constat illustre la diminution du poids des enfants de moins de 15 ans au profit de celui des jeunes. Donc, la population juvénile représente un groupe émergent dont la part relative a augmenté au sein de la population totale. La charge démographique des enfants par rapport aux actifs en potentiel a tendance à baisser, tandis que le poids démographique des jeunes a tendance à augmenter dans le contexte actuel de la transition démographique. C'est aussi un pays où 52%
de la population sont des femmes. On l'a dit par rapport à la population mondiale. Donc, et en Haïti, 52% de la population sont des femmes. Et en raison d'une importante émigration masculine vers l'étranger, la population haïtienne se caractérise par une prédominance des femmes. En effet, entre 15 et 44 ans, on compte en moyenne seulement 92 hommes pour 100 femmes. Et ce déséquilibre est particulièrement marqué en milieu urbain où on trouve 80 hommes pour 100 femmes. Donc, en jetant un regard sur les pays en développement, la tendance en général porte donc à considérer les jeunes et les femmes comme des groupes démographiquement importants. Et pourtant, le poids des traditions, l'autoritarisme de certains régimes, la conception erronée des questions démographiques, la pauvreté extrême, le chômage chronique, l'ignorance, le manque de respect de l'égalité des genres constituent des défis et qui, s'ils ne sont pas surmontés, peuvent freiner l'autonomisation de ces êtres humains, les empêchant ainsi de s'épanouir dans cet horizon infini de possibilités qu'offrent les 8 milliards, comme l'a si bien dit le rapport de l'UNFPA. Les enjeux sont donc de taille et sont multidimensionnels. Les pays en développement se retrouvent à un carrefour où ils doivent saisir et mettre à profit l'opportunité du bonus démographique actuel en favorisant l'amélioration du capital humain par, entre autres, l'insertion sociale et économique des jeunes et des femmes, l'investissement dans l'éducation, la formation professionnelle et la promotion de la santé sexuelle et de la reproduction. Car il faut promouvoir de meilleures conditions de vie, rompre le cycle intergénérationnel de la pauvreté, bref, parvenir au développement durable. À ce compte, la poursuite des objectifs de développement durable, particulièrement les ODD 3, 4, 5, 14, 16 et 17, demeure une forte recommandation. Et je pense qu'on a parlé beaucoup des ODD et je pense que les pays du Sud ont intérêt et doivent continuer à poursuivre les objectifs et du millénaire. Par ailleurs, les pays en développement doivent sensibiliser leur population à la gestion rationnelle des ressources naturelles. Le renforcement de capacités, par exemple, en assainissement et en gestion de l'eau est fondamental. Il faut faire émerger des éco-citoyens habilités à la prévention et à la gestion des risques et des désastres naturels et ceux provoqués par des êtres humains. Il faut investir dans un capital humain responsable, respectueux de la diversité, et on en a parlé un peu, et Lucie tout à l'heure, et moi, et respectueux de l'autonomie corporelle. De même, des efforts particuliers doivent être consentis pour protéger la planète, diminuer les émissions de CO2, pour être responsable du réchauffement climatique, surtout dans un contexte où nombreux sont les pays en développement qui continuent d'être marqués par la déforestation. Par exemple, et chez nos amis de la RDC, donc, on va dire que la RDC arrive en deuxième position parmi les pays qui perdent substantiellement leur couverture forestière tropicale. Avec une déforestation, on a dit, il a été rapporté, j'ai lu que là, on peut toujours confirmer, il y a eu quand même environ 2 millions d'hectares en 2021 et qui sont concernés par un problème de déforestation. De plus, l'exode rural est accéléré par l'absence de services de base dans les zones rurales. Les femmes et les jeunes vont s'installer dans les quartiers défavorisés des grandes villes sans emploi, sans issue et deviennent vulnérables et éligibles au recrutement des gangs armés. D'où l'urgente nécessité de promouvoir la décentralisation et de renforcer les programmes d'architecture de paix dans les programmes en développement, tout en ciblant les quartiers difficiles et les bidonvilles. Naturellement, reconnaissant le rapport dialectique entre le social, l'économique et le politique, les pays en développement, pour une prise en compte des enjeux évoqués, devront vaincre le désintérêt de leur population pour la gestion de la chose publique. En Haïti, par exemple, lors des élections générales de 2016, le premier tour des élections présidentielles a enregistré un taux de participation de 28,62% seulement. La présence des femmes dans les institutions républicaines demeure extrêmement faible. En effet, à la 50e législature, par exemple, une seule femme siégeait au Sénat dans une assemblée de 30 sénateurs. Alors, tandis qu'à la Chambre des députés, qui dispose de 119 sièges, seulement 3 femmes avaient été élues. Pour ce qui est des jeunes ou des groupes vulnérables invisibles, ils étaient quasi absents dans les assemblées parlementaires issues des dernières élections. Donc, pour terminer, et chers collègues, permettez-moi de clamer toute ma foi dans la grande famille humaine. Aujourd'hui, en 2023, nous parlons de 8 milliards d'êtres humains.
En 2053, par exemple, la population mondiale va encore croître. Il ne faut donc pas se lamenter. Les pays en développement se doivent de préférence de profiter de cette grande opportunité pour défendre les droits et la liberté de choix, pour s'inscrire dans une dynamique de construction d'un avenir meilleur à travers une contribution de la fortification de la grande famille humaine. Merci. Bon, je remercie Arnaud d'avoir fait la plupart des conclusions qu'il fallait faire, et ça, c'est formidable. Jonathan Mann nous disait en 1996, avant qu'il décède, que la promotion, la santé publique, les avancées ne pourraient pas exister si les droits humains n'étaient pas promus et appliqués. Ça reste encore vrai, nous le voyons encore dans notre siècle, au XXIe siècle, ça le restera plus tard. On est là tous ensemble. Comme dans les objectifs du développement durable, on ne peut pas simplement travailler la santé sans penser à l'écologie, on vient de le voir, sans penser à la justice, sans penser au privé, et on l'a vu dans nos interventions aujourd'hui, et au public, et à l'école et à la science. Eh bien, écoutez, je nous souhaite à tous d'abord de vous remercier d'être intervenus, vous remercier d'avoir été présents ici ou derrière vos écrans, de poursuivre pendant un court cocktail, car on doit libérer la salle à 20h, des discussions et des échanges entre nous. Merci à Madame Keïté de nous avoir réunis et nous avoir permis de nous exprimer. Et tous ensemble, on doit pouvoir innover avec une infinité de possibilités. Merci.